Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Infrarouge qui nous conduit ce soir à Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône, ancienne bourgade de pêcheurs transformée dans les années 60 en pôle industriel devenu le plus grand de France. Paradis économique, la zone de l'étang de Berre est aussi devenue au fil des ans un enfer écologique où le taux de cancer est 3 fois supérieur à la moyenne. Le film que vous allez voir raconte la vie des habitants de ces communes, celle heureuse des débuts avec le plein emploi et la prise de conscience des effets terribles de cette pollution sur la santé de la population et l'impunité des industriels. Voici Fos-sur-Mer, les révoltés de la pollution, un film de Yann Rino et Antoine Dreyfus. À tout à l'heure. La décision d'installer à Fos, près de Marseille, une puissante industrie sidérurgique, de créer des ports pétroliers ultramodernes, tout cela préfigure cet avenir. Cette période a été la ruée vers l'ouest, on peut appeler ça comme ça. Sauf que les chariots avaient évolué, c'était des caravanes, mais des milliers de caravanes sont arrivées avec des travailleurs d'un peu partout. Mes parents viennent du nord, des Ardennes. Ils sont venus s'installer ici pour travailler, surtout mon père qui était chimiste. Il est venu trouver du travail ici dans une industrie pétrochimique. À l'époque de mes parents, il n'y avait pas de conscience écologique. On vivait heureux, on profitait de la vie. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est une toute autre réalité et on ne peut pas le nier. Sur l'étang de Berre, à Fos-sur-Mer, le nombre de cancers est 3 fois plus élevé que la moyenne nationale. Un adulte sur 2, un enfant sur 4 souffre de problèmes respiratoires. La faute à la pollution. On nous a pris pour des cons, on nous prend pour des cons, parce que les industriels faisaient la pluie et le beau temps. C'est eux qui commandaient. Que là, apparemment, ça a l'air d'inquiéter personne, qu'il y a autant de gens qui meurent. Personne ne s'inquiète. Il va falloir combien de morts pour qu'on fasse quelque chose? Cette année encore, la ville de Fos-sur-Mer a obtenu le pavillon bleu des ports et des plages. Cette 23e distinction récompense les actions menées en faveur de la protection de l'environnement aquatique. Sur votre droite, le cargo le Bonita, qui mesure 288 mètres de long. Fos-sur-Mer. Ce paradis industriel en lisière de la Camargue, devenu un enfer environnemental. Trop de malades, trop de mensonges. Le peuple de Fos est à bout. Il a décidé de défier les géants de l'industrie et l'État. Années 70, à côté de Marseille. L'État construit la plus grande zone industrielle du pays. À Fos-sur-Mer se fabriquent essence, plastique, produits chimiques, acier. Des matières essentielles pour moderniser la France. Des milliers d'ouvriers débarquent dans cet Eldorado provençal. Mais ce rêve industriel des 30 Glorieuses vire au cauchemar. Les ouvriers et les habitants ont signé un pacte faustien dont ils ne connaissaient ni les termes, ni l'issue. Dès le départ, ils ont dit « vous inquiétez pas, nous on connaît ». La sidérurgie, c'est pas dangereux, le pétrole, c'est pas dangereux, rien n'est dangereux et ça va apporter de la richesse à la ville. Bon, oui, on a de beaux équipements. Oui, on est une commune riche qui a un budget conséquent. On a un stade de 12 000 places, on a des gymnases, on a des structures petite enfance, on a des structures pour les seniors, on a tout ce qu'il faut. Et nous, les habitants, on continue à se dire que on n'a pas envie de partir. On a envie, encore une fois, de continuer à vivre de l'industrie et pas d'en mourir prématurément. À quelles conditions accepte-t-on de travailler? Dans quelles limites? Ce qui était acceptable hier, l'emploi et la croissance au prix de la santé, ne l'est plus. Ces révoltés de la pollution ont décidé de porter le combat sur le terrain judiciaire. Pourtant, tout avait si bien débuté.
On vit ici dans un cadre quasiment parfait pour élever des enfants. Il fait beau quasiment toute l'année. On peut sortir toute l'année. Les enfants peuvent s'épanouir dans plein d'activités. Voilà, donc c'était la raison pour laquelle on est venu s'installer ici. On trouvait que c'était vraiment très épanouissant pour une famille. Avec le travail, un cadre magnifique, enfin, tout pour être heureux, quoi, en fait. Mes parents sont originaires du nord de la France. Mon père avait fait des études de chimie. Et donc, il a postulé sur les sites pétrochimiques de la région, de l'étang de Berre. Ils ont pris une valise. Ils sont partis avec leurs 2 chevaux. Ils ont traversé toute la France. Et ils sont venus s'installer ici, sans rien, sans maison, sans appartement. Ils ont dû un peu improviser. Ouais, je crois que c'est les hauts fourneaux, là-bas, les 2 hauts fourneaux. À cet endroit-là, il y a aussi la coquerie, donc c'est là que Gabriel travaillait. Donc, parfois, quand je venais avec mes enfants ici, je leur disais, regardez, papa travaille là-bas. Mon mari, il m'a demandé en mariage parce qu'il était muté ici dans le Midi. On était contents parce que le climat, c'était très différent de la Lorraine. On avait le soleil, le beau temps, la mer. Voilà, on se contentait de peu, on ne rêvait pas d'autre chose. Je crois qu'on a été les premiers à pouvoir profiter des avantages de l'industrie. Quand on faisait partie d'une grande usine comme ça, on avait un CE, on avait une bibliothèque, on avait aussi les colonies. On partait à la montagne, à la mer. Et puis un peu plus tard, c'était les camps d'ados, la Russie, les États-Unis, j'ai fait toute la côte Est, le Canada. J'ai fait une croisière en Corse, sur un voilier. Je veux dire, qui pouvait partir en voilier dans les années 70-80, sachant qu'en plus, mon père était ouvrier. Donc ouvrier, vous ne gagnez pas non plus énormément d'argent. Mon mari, il était heureux de travailler dans son entreprise. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Voilà, il fallait aller gagner sa vie pour nourrir sa famille. Le travail, c'était tout, c'était important parce que oui, ça nous permettait d'acheter nos maisons, d'élever nos enfants, de payer leurs études. Je ne sais pas comment travaillait mon père. Moi, la seule chose que je sais, c'est que quand il revenait à la maison, il sentait la chimie, mais tous ses vêtements étaient imprégnés d'une odeur, mais vraiment très caractéristique de la pétrochimie. C'était l'odeur, papa rentre du travail, il y avait cette odeur, tout ce qui touchait avait cette odeur, sa voiture avait cette odeur. C'était la même chose que les mineurs, c'est absolument comparable. Les mineurs, ils descendaient au fond des mines, mais est-ce qu'ils se posaient la question si c'était bon pour leur santé ou pas ? Probablement, ils se doutaient de quelque chose, mais est-ce qu'ils se donnaient le droit d'en parler à leur famille ? Je pense que la conscience du père de famille se disait, il faut que je gagne de l'argent, il faut que ma famille mange. C'est vraiment la même chose, quoi. Et ça devient du déni parce que lui, il était chimiste, il savait ce qu'il se faisait. Et oui, clairement, quand je m'écoute parler, je pense qu'on était quasiment dans du déni, en fait. Mon père a travaillé presque 40 ans dans cette entreprise pour aller mourir juste après sa retraite. Voilà, dans son coin. C'est un peu difficile de ne pas croire que c'est un peu lié à la pollution. Je veux dire, qui a eu une tumeur au visage, qui a eu un cancer du nez. Comme par hasard, ce sont des personnes qui ont travaillé dans un laboratoire, donc bon. Situé en Provence, le site pétrochimique de Berre s'affirme comme l'un des plus modernes et des plus performants de l'Europe du Sud, avec comme objectif prioritaire le respect de l'environnement et la sécurité des riverains et des personnels qui y travaillent. Des unités de récupération de soufre et de traitement des effluents réduisent l'émission de produits polluants. Nos voisins juste à côté, c'était dans l'aéronautique. Le voisin là-bas, c'était Arcelor. Son voisin juste à côté, juste en face de chez nous, donc c'était Arcelor aussi. Ici, c'était l'aéronautique. Là-bas, c'était Arcelor. Et là aussi, l'aéronautique.
Et du coup, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tout le monde était malade. Presque tout le monde est décédé de maladies, on va dire, prématurées, soit très jeunes, vers la quarantaine, ou alors juste avant la retraite ou juste après la retraite. Des cancers, maladies cardiaques, voilà. Je crois qu'il y a presque plus personne dans le quartier de vivants. 2 fois plus de cancers et de diabète que dans le reste de la France. Un adulte sur 2 et un enfant sur 4 atteints de maladies respiratoires. Pour ceux qui restent, ces pathologies sont une menace permanente. Depuis 50 ans, chacun ici est exposé aux pollutions industrielles, dont surtout l'effet dit cocktail, lorsque des particules fines, très nocives, se combinent. Ancien docker, Daniel Moutet est le lanceur d'alerte de cette histoire. Et sur pied, non Jason. Sans relâche, il photographie les preuves d'une pollution chronique. Tu regardes la pluie, tu regardes la pluie. Nous sommes sur le point de vue le plus haut de Fos. Ce qui ressort le matin, voilà, c'est ça. Et ça, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. La pollution, elle s'en va en terre, mais ça va presque jusqu'à Arles, là, hein, on le voit. Ça va très loin. C'est affolant, et je vois que ça va très très loin là-bas, très loin. Voilà ce système qui crache tout le temps des particules assez grossières, puisqu'on les voit à l'œil nu. Mais tout ce qu'on ne voit pas, c'est des particules ultra fines. C'est ça qui est le plus mauvais, c'est tout ce qu'on ne voit pas. J'ai des photos depuis 2006, je prends des photos 2018, c'est les mêmes. Je les mets côte à côte, c'est exactement les mêmes. Issue d'un milieu ouvrier, Véronique Dolo est une militante engagée auprès de Daniel Moutet. Elle mène avant tout une lutte citoyenne. Alors là, c'est l'image de mon enfance. Et on a tous appris à nager là. Et moi, je sais qu'avant de venir à l'âge adulte avec des copains qui venaient de loin, j'avais jamais vu les usines, alors qu'elles étaient là. Je les avais jamais vues. Et c'est eux, parce que je me suis avancée sur la plage, trop contente d'amener des Parisiens se baigner enfin, et que je les ai vus à l'entrée de la plage comme ça. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils m'ont dit, on peut se baigner. Et d'un seul coup, ça m'a fait tilt, mais je les avais jamais vus en fait. Je sais pas, c'est comme une montagne, ou c'est le paysage en fait. Le cadre de vie est celui-là. Pour la population, je pense que ça a été pareil. La pollution, ils l'ont pas vu. Si beaucoup se sont accommodés de ce paysage d'usines et des fumées toxiques, d'autres, au contraire, ne se sont pas résignés. Élus, citoyens, victimes, travailleurs, ils luttent pour leur dignité et pour sauver leur vie. Conscient de la dangerosité de cet environnement, Daniel Moutet s'est naturellement imposé comme le meneur de cette nouvelle révolution citoyenne. Sans lui, pas de révolte. Par rapport à mon travail, je suis venu à Fos. C'est là où ma vision de cette zone a fait qu'il ne fallait plus laisser faire n'importe quoi. Et on a été plusieurs à dire qu'il faut monter une association, il faut combattre ça. Ça me rappelle les années où je venais souvent ici pêcher le matin de bonne heure avant mon travail. J'ai fait des belles pêches là. Mais c'était un temps en arrière, ouais, quelques années en arrière, je parle. Dans le combat que nous menions à l'époque, et même maintenant, hein, on a eu plus ou moins toujours des gens qui travaillaient à l'intérieur des usines, qui m'envoyaient des photos. Ils m'envoyaient des photos, mais je ne connais pas leur nom, rien. Et des photos, des fois dramatiques, quoi, hein, comme quand il y avait eu une fuite de gaz de coquerique. C'est un gaz jaune, une fuite énorme. Il y avait un nuage. On ne voyait pas l'usine à côté, là. On ne la voyait pas tellement que c'était épais, quoi. L'industriel, il doit quand même pouvoir voir de lui-même. Hein, il y a des ingénieurs et des super ingénieurs. Moi, je dis, qu'est-ce qu'il faut? C'est grave quand même. Hein. Il faut que ça soit les riverains, que ça soit les associations qui
vise les problèmes, qui démontre qu'il y a des problèmes là. Ce combat a été soutenu par René Raimondi, maire de Fos pendant 14 ans. Son habit d'élu n'a pas été facile à porter. Il a dû concilier la question de l'emploi, primordiale, et celle de la santé, vitale. Là, il doit y avoir une coulée qui se prépare. Ou alors c'est le pape, je ne sais pas, qui a été élu. Le pape, il est élu plusieurs fois par jour. Petit exemple de choses problématiques. Vous voyez les 3 petites bonbonnes là? Ça, c'est du propylène. Donc ça, si ça explose, c'est ce qu'on appelle un blève. Donc vous avez un nuage ardent de 2 km à peu près, qui brûle tout sur son passage en 2 secondes. D'où des difficultés avec les plages, avec tout ça. Ça, c'est interdit en France aujourd'hui. Il y a 50 ans, c'était autorisé. C'est l'exemple de ce qu'on ne demande pas aux industriels. C'est-à-dire que ce qui est interdit aujourd'hui, si vous l'avez construit hier, vous pouvez continuer à le faire, à exploiter. Et pourtant, ça a 50 ans. On peut considérer que c'est amorti quand même. Les Phocéens ont longtemps cru que l'État les protégeait et qu'on leur disait la vérité sur l'impact de la pollution. Comment ne pas adhérer à un projet qui a participé à l'indépendance énergétique du pays et qui a fait la grandeur de la France? Mais en 2002, 2 nouvelles installations, un terminal méthanier et un incinérateur sèment le doute. L'incinérateur de la communauté urbaine de Marseille, ça a été vraiment quelque chose pour se foutre de nous. Marseille a des terrains, Marseille est très grand. Marseille pouvait implanter leur propre traitement de déchets. L'incinérateur, c'est le déclencheur de la conscience environnementale des habitants de la ville de Fos. Lorsque nous présentons une première attaque au tribunal administratif, dans son mémoire en réponse, il a été créé. L'incinérateur n'aura pas de grande influence sur la pollution à Fos-sur-Mer, qui est déjà très importante. Donc à partir de là, tout le monde a commencé à s'interroger en disant « Ah bon, mais on nous a toujours dit que tout allait bien. » Voilà. Un aveu écrit noir sur blanc. L'un des plus grands scandales de santé publique venait d'être mis en lumière, presque incidemment. Comme si la gravité de cette pollution était, au fond, admise depuis bien longtemps. Une génération a été sacrifiée, celle des pionniers. Mais ce que personne n'avait pu imaginer, c'est que cette pollution aux particules fines, contenant des perturbateurs endocriniens, puisse avoir des incidences sur les enfants. Aujourd'hui et demain. Je m'appelle Rebecca Oriot, j'ai 45 ans. J'ai grandi sur le pourtour de l'étang de Berre. J'ai mon premier enfant qui s'appelle donc Timothée, à 25 ans. Et j'ai eu le bonheur d'avoir un deuxième petit garçon qui s'appelait Terry. Le jour de son anniversaire, le 1er mars, j'ai remarqué que Terry se tenait très raide et était plutôt coincé de la nuque et du buste, voilà. Et là, c'est vrai qu'on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'il a? Et ça nous a fait tellement peur qu'on est allé à l'hôpital sur Marseille, aux urgences. Et là, on nous l'a attaché dans un lit, on l'a étiré parce qu'on m'a dit que c'était un torticolis. Et donc du coup, moi, je me suis battue pour qu'il ait un IRM. Lors de cette IRM, les médecins ont constaté, les radiologues ont constaté que Terry avait une tumeur de 6 cm sur 2 dans le tronc cérébral, dans la moelle épinière. Autant vous dire qu'on ne peut pas faire pire, quoi. On nous a annoncé, à mon mari et moi, donc, que cette tumeur était maligne et qu'il était atteint d'un cancer. On m'a annoncé le cancer et en même temps on m'a dit qu'on ne pouvait rien faire pour lui, quoi. Qu'il allait se retrouver sans traitement. Donc en gros, ça voulait dire on m'annonce la mort de mon enfant, quoi. Il faut que je le regarde mourir et que j'attende. Moi, je peux pas entendre ça, c'est inaudible, inacceptable. Donc on trouve un médecin en France qui pratique des soins individualisés.
Elle promet pas de le sauver, mais elle promet de tout tenter pour le sauver, quoi. La première chose qu'elle me demande, étonnamment, c'est d'où je viens. Et donc là, je lui dis qu'on vient d'une ville des Bouches-du-Rhône qui s'appelle Miramas. Elle me dit mais c'est dans le pourtour de l'étang de Berre. Et j'ai confirmé, j'ai dit oui, c'est ça. Limite, avec le sourire, l'air de dire c'est bien, elle connaît. Mais le truc, c'est qu'elle connaissait dans le mauvais sens du terme, parce qu'elle m'a dit non, mais là, vous êtes dans la zone la plus polluée de France. Je suis pas étonnée que votre fils ait un cancer, quoi. Ce type de cancer. C'est elle qui a mis un point sur la peut-être origine du cancer de Terry, quoi. Tiens, regarde, j'en ai amené d'autres, des albums. Regarde, là, vous étiez trop mou, là. Donc, mon fils nous quitte en octobre 2004, à l'âge de 3 ans et 7 mois, quasiment. C'est un cataclysme, quoi, dans une famille, quoi. Mais je peux vous dire qu'on est très en colère, déjà. On est révoltés. On en veut à la terre entière. Et on se questionne tous les jours de pourquoi il a eu ça. La question, je me la pose tous les jours, quoi. Pourquoi on vit cette injustice, quoi? Quand j'ai connu Rebecca, son fils n'était pas mort encore. Lorsque elle va consulter des médecins parisiens et qu'on lui dit « Où habitez-vous ?» on lui dit « Cherchez pas ». Ça veut dire que tout le monde est au courant, depuis longtemps, qu'il y a un souci. C'est effrayant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'omerta. Bon, c'est grave. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui naissent avec des malformations, qui ont des cancers? Aussi, je constate, moi, autour de moi, il y a de plus en plus d'enfants diabétiques, asthmatiques. Moi, je pense que c'est lié à l'environnement et à ce qu'on y respire. Maintenant, moi, je suis pas une grande scientifique, je suis pas une technicienne de laboratoire, je peux pas le prouver. Mais moi, je dis que c'est plutôt aux industriels de me prouver que, avec leur business, là, ils nous tuent pas tous à petit feu, quoi. En 2018, des études montrent l'impact de la pollution industrielle sur les fœtus, ce qui expliquerait les cas de malformations congénitales et de maladies rares chez les enfants. En janvier 2019, 3 cas de bébés sans bras sont d'ailleurs révélés autour de l'étang de Berre. La mairie de Fos-sur-Mer a décidé d'entreprendre elle-même ce que l'État s'est refusé à faire pendant 50 ans. Pour collecter des preuves tangibles sur la pollution, elle a fondé en 2011 l'Institut éco-citoyen, le premier dans son genre en France. Une sentinelle scientifique et citoyenne qui dispose d'un laboratoire d'une dizaine de chercheurs chargés de mesurer la pollution. Véronique Dolot en est la porte-parole. C'est le terminal minéralier, donc c'est le côté charbon. Et il y a énormément d'envols de poussière. Et juste en dessous, là, il y a un exutoire marin qui pompe de l'eau en mer au large et qui la traite avec du chlore pour refroidir les installations et qui recrache de l'eau chlorée en mer. Il n'y a pas beaucoup de chlore dans un grand volume d'eau, sauf que comme il y a beaucoup de rejets et dans des quantités assez impressionnantes, ça a un impact certain sur le milieu. On voit bien la délimitation entre cette eau chaude chlorée. Donc en gros, là, c'est la piscine. Et l'Institut fait en ce moment une étude sur l'impact de ces rejets chlorés, parce que ça génère un nouveau type de polluants qu'on connaît très mal et qui ne sont pas réglementés. L'Institut éco-citoyen, il a été créé par les collectivités locales parce que quand les populations ont demandé à avoir des données sanitaires et environnementales, on s'est rendu compte qu'il y avait pratiquement rien et que le peu qu'il y avait était issu des industriels, puisqu'ils s'autocontrôlent. L'Institut, son boulot, sa mission, c'est de répondre, entre guillemets, aux questions que pose le territoire. Et dans un premier temps, ça a été de dire qu'est-ce qu'il y a dans l'air, qu'est-ce qu'il y a dans les sols, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, et très récemment, qu'est-ce qu'il y a dans les corps humains. Il y a eu plein d'études de fait. L'Institut éco-citoyen a fait l'étude Index. Donc là, on a dosé les polluants industriels dans le sang et l'urine des habitants de Fos. On les a comparés avec une zone témoin, etc. Donc là, d'un point de vue scientifique, c'était difficilement démontable. On a passé tous les comités d'éthique nationaux, etc. Il y a eu l'étude Fos-Epséal, c'est une étude de santé déclarée. Fos-Epséal dit il y a 2 fois plus de ce type de cancer chez les habitants de Fos que dans la moyenne nationale. Là, on se dit, ben voilà, les services de l'État, l'État lui-même, parce que, bien entendu, les ministres, etc., tout le monde reçoit, ils vont déclencher quelque chose juste pour savoir si c'est vrai.
Pour l'instant, aucune donnée produite n'a réussi à les convaincre. Mais on ne désespère pas. Marc Bayard est le vice-président du groupement maritime et industriel de Fos. Ancien ingénieur de la pétrochimie, ce lobbyiste plaide la cause des entreprises. Il ne cherche pas à nier les résultats des études de santé ni la pollution, mais il veut dénoncer le mauvais procès fait à l'industrie. Quand une étude qui sort et qui dit il y a une prévalence importante de cancer, de maladies graves, forcément ça alerte. Après, il y a des experts qui sont penchés sur la question. L'impact sur la santé d'une pollution industrielle due à l'air. L'air, c'est le mélange de toutes les activités. Il y a d'autres activités qui polluent l'air. Il y a les transports, brûlage de bois dans les cheminées. Alors après, il y a des proportions entre tout ça. Donc, c'est forcément très complexe. On est allé à Bruxelles, on a monté le dossier et ça a été tellement bien marché qu'ils nous ont envoyé une délégation. C'est-à-dire qu'on a une délégation de députés européens qui est restée 5 jours ici à Fos. Ils ont fait un rapport, ces gens. Nous concluons qu'en dans l'état actuel des choses, il n'est pas possible de vivre à Fos-sur-Mer. Toi, t'es là et tu te dis, alors ça, c'est the bombe atomique, quoi. Plus personne va nous dire qu'on n'a pas raison, qu'on en fait des caisses, qu'on fait du cinéma, qu'on est des extrémistes, etc. Et il se passe rien. Quand on est face à tout ce qui est censé protéger la population, services de l'État, les lois, les juges, etc., et que tous ces gens te disent « mais moi, rien ne m'indique qu'il existe de la pollution ici », c'est kafkaïen comme système. Enfin, rendre une des plus grandes zones industrielles d'Europe totalement invisible aux yeux de la réglementation, aux yeux des indicateurs de pollution, etc., c'est fou. Après toutes ces années de combat sans résultat, toutes ces désillusions, les Phocéens ont fini par conclure que leur meilleur espoir serait la justice. Ce soir, se tient une réunion d'information dans le théâtre de Fos. Elle acte le véritable début de la révolte. La tension est palpable. Ni partir ni mourir, mais vivre à Fos-sur-Mer. Ce slogan est celui que nous portons depuis plus de 15 ans. Si la démocratie n'existe pas pour les Phocéens, alors nous irons devant les juges. C'est pour ça que les avocats sont là, parce que nous méritons que la justice soit dite. Je voudrais vous dire aussi ma tristesse ce soir de me retrouver à nouveau devant vous pour évoquer ces sujets. Ma tristesse parce que si on est encore là ce soir à évoquer tout ça, c'est que malheureusement, on n'a pas été entendu. Mais au fond de nous-mêmes, on reste inquiet. Quand je dis inquiet, c'est très, très, très inquiet. Le maire, c'est d'abord un papa qui se demande s'il n'a pas fait une bêtise de continuer à vivre à Fos, de continuer à faire en sorte que ses enfants restent auprès de lui, dans une ville qui peut-être n'a plus les moyens d'assurer la sécurité sanitaire de leurs enfants. Et c'est ça qui est grave. Et moi, je vais dire autre chose qui ne va pas faire plaisir ce soir. Et c'est bien dommage que ce soir, dans cette salle, qu'il n'y ait qu'un seul maire de présent. Parce que, encore une fois, cette pollution, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas aux portes de la ville. Avant d'être pêcheur ou producteur, on est d'abord des citoyens. Ça s'inscrit justement dans l'action collective. On devrait être unis, parce qu'on veut tous la même chose. Dans cette affaire, Danielle Moutet a trouvé une alliée capitale. L'avocate Julie Andreu est l'une des grandes spécialistes françaises des procès environnementaux. Elle a également travaillé sur des dossiers complexes de maladies professionnelles liées à l'amiante. Ce type de dossier se construit toujours comme une enquête, en fait, puisque tant que vous n'avez pas d'éléments, vous ne pouvez pas écrire. Le dossier prendra le temps qu'il faudra. Et je crois que ce que veulent aujourd'hui les habitants, les riverains, mais également les salariés, c'est que la lumière soit faite sur ces expositions. Et est-ce qu'on peut les améliorer ? Est-ce qu'on peut améliorer les conditions de vie et les conditions de travail de ces milliers de personnes qui, au quotidien, subissent cette pollution ? C'est sûr qu'il y a une activité industrielle qui induit une certaine pollution. Alors sur le pourtour de l'étang de Berre, Fos étang de Berre, je compte à peu près 200 entreprises industrielles et ça représente à peu près 82 000 emplois. La pétrochimie de la zone compte pour à peu près 5-6% de la production européenne.
30% de la production française. Oui, ça compte, c'est fondamental même pour l'économie de la France. C'est le chantage à l'emploi, c'est le chantage à l'économie, c'est rien d'autre. Si vous nous imposez plus de contraintes environnementales, on ne saura plus faire. Bon, c'est un lobbying, hein, c'est pas les usines de Fos, hein, c'est effectivement le lobbying industriel qui est plus puissant, encore une fois, que le bon sens et que le principe de précaution. Est-ce que l'État aujourd'hui a peur, en effet, face à ces gros groupes industriels, d'imposer en effet un respect de la réglementation? Quand on voit le désastre humain qui est celui que vit Fos, on est en droit de se poser la question de savoir est-ce que c'est le profit et la production au détriment de l'humain. En mai 2018, la Commission européenne a envoyé la France devant la Cour de justice pour non-respect des normes de qualité de l'air. L'État ne semble agir pour l'environnement et la santé que sous la contrainte judiciaire et médiatique. Opiniâtre, Daniel Moutès invite à toutes les réunions pour faire entendre sa voix et maintenir la pression. Aujourd'hui, à la tribune, la DREAL, la police de l'environnement, qui semble plus soucieuse du coût de la pollution que de son impact. Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire un petit focus effectivement sur la mobilisation des acteurs et le rôle de l'État dans tout ça. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un article dans la presse sur la pollution industrielle, sur la pollution maritime, sur la pollution liée au transport. Alors quand on parle des enjeux de qualité de l'air, on rappelle les 48 000 décès prématurés par an qui placent donc cette problématique au 3e rang des causes de mortalité après le tabac et l'alcool. Et bien sûr, on annonce toujours ce chiffre de 100 milliards d'euros de dépenses liées donc à cette pollution atmosphérique chaque année. Donc face à ces chiffres, effectivement, on ne peut pas rester indifférent. Donc tout ça, ça a un coût. Ça a un coût pour l'État, pour la collectivité au sens large, parce que si demain il y a une condamnation de la France, c'est nous, tous citoyens, qui contribueront au paiement de cette condamnation. Si je peux intervenir, pardon. Ça ne va pas être long. La problématique, vous faites votre travail, c'est très bien. Je ne veux pas accuser. Mais il faut prendre la réalité des choses. C'est nous qui respirons autour de toutes ces industries, de tous ces ports, et ce n'est pas l'État en haut qui respire. Donc, il faut prendre les choses en compte véritablement. Comment l'État a-t-il pu sciemment concentrer toutes ces entreprises polluantes sans en imaginer les conséquences? Dans une zone où l'on dénombre 13 sites classés Seveso 2, la pollution de l'air n'est évidemment qu'une facette du risque industriel. Il y a aussi la menace permanente de l'accident. On a tous en tête l'explosion d'AZF à Toulouse. Pour les Phocéens, dénoncer l'une, c'est contribuer à prévenir l'autre. Quel endroit d'info c'est sécurisé? On a des cuves de gaz, on a des cuves de pétrole, on a des unités de production qui sont souvent vieilles et obsolètes. Le risque, il est partout. Les usines, elles sont aux portes de la ville, quoi. Nous, on est proche quand même de l'industrie. On est très proche. On n'est pas conscient du risque. On n'est pas à l'abri du risque. Et il vaut mieux pas y penser. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis venue vous présenter les risques majeurs et vous présenter plus particulièrement le DICRIM, le document d'information communal sur les risques majeurs. Vous allez retrouver à l'intérieur de ce document une petite affiche que vous pouvez coller sur votre frigo, par exemple, qui résume toutes les consignes de sécurité en fonction du type de risque. Et derrière, on va y retrouver les numéros de téléphone importants. Comment vous pouvez être alerté lorsqu'il y a un risque? Il y a un moyen d'alerte qui vous signale qu'il y a un événement qui se passe sur la commune. Oui. La sirène. La sirène, exactement. Donc je vais vous faire écouter le signal d'alerte à la population. On entend un signal qui monte.
qui va redescendre. Et qui redescend. Malgré le risque, malgré les morts et les malades, bien peu sont prêts à signer le dépôt de plainte. Sur une ville de 17 000 habitants, ceux qui ont accepté de s'engager se comptent jusqu'à présent sur les doigts de la main. On attend qu'il y ait encore quelques arrivants pour déposer plainte parce qu'il n'y en a pas beaucoup encore. Il nous en faut. Et tout le monde qui est susceptible d'être malade ou qui a des problèmes ou qui a des nuisances des industries, aucun problème pour se joindre à nous. Je vous souhaite après un bon apéritif et un bon repas. Merci à tout le monde. Ça va? Ouais. Fatigué un peu là. Notre association, une fois par mois, on fait une réunion publique. On essaye d'informer le citoyen. Il ne veut pas en prendre conscience. Pourquoi? Parce qu'il travaille là. Qu'est-ce qui compte aujourd'hui? C'est le travail. C'est un petit peu le loisir, mais jamais en regardant à droite ou à gauche. Si le voisin il meurt d'un cancer, ben, il meurt d'un cancer. Et même, je vais dire, quand ça nous touche à nous, ben, on ne fait rien. On se tait, hein, on ne le ébruite pas, et puis on va continuer à travailler. C'est là le problème. C'est là où c'est très dur. Le lien de causalité entre la pollution et les maladies des habitants est difficile à établir. Pour les ouvriers victimes de maladies professionnelles, cela devrait être plus évident. Les années passées sur un site industriel sont autant de preuves de leur exposition directe à des produits polluants. Gabriel travaillait, lui, dans un environnement particulièrement nocif. Un jour, pendant la maladie de Gabriel, l'infirmier qui venait lui faire des piqûres, il m'a dit qu'il y avait une rue entre 5 qu'il appelait la rue des Veuves d'Arcelor. Donc ça m'a un peu choquée, parce que bon, c'est vrai que tant que ça ne nous arrive pas, un problème comme ça, on vit dans notre petit monde et on ne se rend pas compte de ce qu'il y a vraiment autour. Mon mari a travaillé pendant 37 ans à la coquerie à ArcelorMittal. Et il est tombé malade à l'âge de 53 ans d'une tumeur cérébrale. En 2013, il allait un petit peu mieux. C'est là qu'il a fait les démarches pour faire reconnaître sa maladie en tant que maladie professionnelle. Et il m'a fait promettre de continuer ce combat. C'est pas facile, ça fait 4 ans et je ne sors pas de cette maladie. J'aurais bien voulu l'oublier et penser surtout à nos années de bonheur, mais elle occupe tout l'esprit. Parce que oui, c'est difficile de faire reconnaître sa maladie en maladie professionnelle. Pourtant, ça me paraît tellement évident. Je ne devrais même pas me battre. Moi, je pense que toute entreprise devrait se poser des questions. Tiens, il a travaillé pour nous, il a développé ce cancer. Pourquoi ? Quand vous êtes exposé à un agent nocif, vous allez mettre un certain nombre d'années à développer une pathologie. Et donc, pendant ces années-là, vous allez pouvoir, en effet, avoir une vie différente. Et on risque de vous opposer, c'est parce que vous êtes fumeur, c'est parce que vous avez une hygiène de vie qui n'est pas suffisamment saine, etc. Et donc, on va systématiquement essayer d'exclure les responsabilités aussi bien industrielles qu'étatiques. Et on va essayer d'exonérer les industriels et les pouvoirs publics de cette exposition. Depuis 30 ans, on dénombre 21 cas reconnus de cancer pour la seule coquerie d'ArcelorMittal, au cœur de la fabrication de l'acier. Toutes ces maladies professionnelles servent à étayer la plainte de Daniel Moutet et des citoyens de Fos. Elles sont l'une des preuves flagrantes de l'impact de la pollution. Allez. Pour son dossier, Marie-Fernande peut compter sur les anciens collègues syndicalistes de Gabriel. Salut. Ça fait plaisir, hein? Ouais, c'est vrai. Ça va? Salut. Bonjour.
Salut Marie. Ça va? Ça va. Toi, on regarde les photos comme si c'était... C'est vrai que ça nous faisait vivre aussi, hein. Le dernier poste, puis c'était un poste idéal pour lui parce qu'il adorait parler avec les gens et tout. Moi, j'ai appelé le sénateur. Il avait un avis sur tout, il était très politique. Et... Oui. Je crois qu'il était très estimé quand même sur ce poste-là. Ouais. Où en est-on du dossier avec l'avocat? J'avais reçu un compte-rendu de l'expert, disant que c'était pas une maladie professionnelle. Et donc, j'ai envoyé ça à l'avocat qui s'en est occupé. C'est lui qui a répondu à ce courrier. Donc, voilà. Parce que là, on a une veuve tenace, et puis qu'on est autour d'elle. Mais sinon, tout le temps, les dossiers tombent à l'eau. En ayant un dossier qui aboutit à quelque chose, ça va peut-être laisser des traces. Et pour les prochains, derrière, on va peut-être obtenir un gain de cause plus facilement, quoi. Gabriel me disait toujours, si un jour tu as un problème, tu appelles mes amis du syndicat. Si tu continues à avoir le courage d'avancer, nous, on sera toujours là. Je vais tenir. Je vais tenir. Je le fais pour Gabriel. Et voilà, je voulais vous remercier tous. On ne lâchera pas non plus. Moi, j'ai beaucoup de peine pour des personnes qui sont malades et qui sont atteintes. Si elles pensent ou s'ils ont l'intime conviction que c'est l'industrie qui en est la cause, c'est des situations qui sont pénibles et difficiles à vivre. Après, faut-il culpabiliser? Je veux dire, notre société s'est construite petit à petit sur la mise en place d'un certain nombre d'activités, et puis on s'est rendu compte que ces activités étaient polluantes. Mais ne faisons pas le procès du passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on risque aussi de juger la façon dont on travaillait il y a 50 ans, mais on ne travaille plus comme ça aujourd'hui. Comment croire que cette action judiciaire soit le procès du passé, quand, fin 2018, un rapport accablant de l'inspection du travail alerte sur une situation dangereuse pour les ouvriers dans l'usine d'ArcelorMittal. Durant ce tournage, beaucoup de salariés nous ont parlé de la pénibilité de leur travail et des gaz nocifs auxquels ils sont exposés, hautement cancérigènes. Mais ces travailleurs n'ont pas voulu témoigner face caméra, par crainte pour certains, par mansuétude pour d'autres. Pour son enquête, Maître Julie Andreu recueille le témoignage d'un ancien technicien de l'une des principales entreprises de Fos. Bonjour maître. Donc vous avez souhaité me rencontrer pour discuter de la plainte. Racontez-moi un petit peu quel était votre métier, quelles étaient vos fonctions. Alors j'étais technicien industriel et j'étais en charge de faire des relevés d'émissions et de fuites liées à l'outil industriel. Physiquement, donc on se déplace et on va noter sur un document papier toutes les fuites et les émissions diffuses qui sont chargées en HAP et en benzopyrène, qui est un cancérogène avéré. Ouais. Et j'ai très souvent et trop souvent constaté des dépassements. Ouais. Donc je faisais en sorte, moi, de modifier ce document pour atteindre 10, m'en approcher au maximum, même si j'avais 25. Mais qui vous dit de mentionner 10 si vous constatez 25? C'est mon supérieur hiérarchique, c'est mon hiérarchique qui m'a... D'accord, donc votre supérieur hiérarchique, malgré ce que vous constatez, vous dit d'indiquer le chiffre qui doit apparaître selon la dérogation. Tout à fait. Et vous avez effectué ces relevés pendant combien de temps? J'étais en poste entre 2011 et fin 2017. D'accord. Donc encore aujourd'hui, quand certaines entreprises nous disent qu'elles respectent les normes, ça ne reflèterait pas la réalité, en fait. C'est ce que vous dites. Ah non, je vous confirme, parce que j'ai même été formé par un ancien qui m'a donné ses pratiques, et j'ai même formé la personne qui m'a remplacé, et j'ai dû véhiculer le même message, et la direction hiérarchie impose le fait qu'on doit quand même rendre le chiffre acceptable. Pour des questions financières, l'État a délégué les contrôles de pollution aux industriels et s'est longtemps satisfait de vérifications occasionnelles et de rappels à la loi. Fin 2018, l'État a toutefois pris une première décision symbolique. Il a condamné l'aciérie ArcelorMittal à une amende administrative et une astreinte journalière jusqu'à la mise aux normes. Autocontrôler, ça veut dire qu'on a effectivement les moyens de contrôler en permanence
avec ses propres outils, les quantités d'émissions, le respect des réglementations, etc. Mais on a aussi des inspections qui permettent de juger, de la part de la DREAL, si ces autocontrôles sont respectés, sont faits dans des bonnes conditions. Outre ces prélèvements hebdomadaires que vous réalisiez, il y avait également des visites, des inspections de la DREAL. Comment ça se passait? De manière inopinée, donc il y avait des contrôles inopinés, sauf qu'on a toujours été au courant 24 heures avant, ou du moins à l'entrée du portail, à l'entrée de l'usine, pour la visite. D'accord. Donc là, quand il y a des visites, par exemple de la DREAL, vous êtes au courant et qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que vous faites? Alors nous, techniquement, on peut mettre en défaut le système. Tout simplement, on va récupérer tous les gaz de production qui sont pollués et chargés en HAP. On va faire en sorte de les aspirer sur une durée relativement courte, parce que derrière, on remet en jeu la pérennité de l'installation. Donc vous pouvez le faire sur une période courte, pendant que justement il y a les... La période de contrôle, généralement, ça va durer quelques minutes, une dizaine de minutes ou 1 heure maximum. Mais tout le monde accepte de le faire. Je veux dire, vous, en tant que salarié, technicien, aussi bien sur les prélèvements hebdomadaires que sur ces contrôles, comment ça se fait que vous... Pour être honnête, pour conserver mon poste, pour conserver mon travail, mon emploi, je me suis tué et je me suis exécuté, donc... Pour cet homme qui vit dans la région, le poids du mensonge, les accidents du travail, les malades, les morts sont devenus trop lourds à porter. La situation n'est plus tenable. Il souhaite que son témoignage serve à faire avancer l'action collective. Moi, je prends conscience de la dangerosité du milieu ou l'environnement dans lequel je travaille. Quand je me mouche le soir après la douche et que le mouchoir devient noir, ça m'est arrivé des fois de vomir 2-3 fois dans la semaine. Et puis je me rends compte qu'en discutant avec mes collègues de travail, je suis pas un cas isolé. On sait qu'il y a un problème, mais on ne peut pas trop se révolter contre ça. On travaille tout en sachant qu'on a une épée Damoclès sur la tête. Le fait qu'on me demande de falsifier les résultats sur les émissions de pollution, c'est une pratique qui est générale sur le bassin industriel de Fos. En discutant avec des collègues qui travaillent sur d'autres sites industriels, je me suis rendu compte que c'est vraiment une volonté de la part de la direction, de la haute direction des sites, de voir ces indices à la baisse. Les accusations de ce témoin anonyme sont très graves. L'avocate Julie Andreu doit cependant les étayer par des traces écrites pour les présenter aux magistrats qui instruisent le dossier. Pour rédiger cette plainte, il fallait que l'on ait des éléments que nous sommes allés chercher auprès des institutions, de l'inspection de l'environnement. On a demandé des documents à la préfecture pour connaître exactement les dépassements, justement, des seuils réglementaires. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on a recherché des documents? C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plus de dérogations que, justement, de documents pour prévenir le risque. Et ces dérogations permettent encore aujourd'hui, aux entreprises de continuer à polluer et donc de faire prendre un risque aux salariés et aux riverains. Après 8 mois de mobilisation, Daniel Moutet et l'avocate espèrent collecter plus de 100 signatures pour être crédibles devant la justice. Mais pour y parvenir, ils doivent encore convaincre et rassurer une population inquiète qui craint qu'un jour, cette plainte ne se retourne contre eux et leur emploi. Bonjour à toutes et à tous. On avait déjà organisé une réunion publique l'année dernière, donc il y a peut-être des gens qui s'étaient déplacés à cette réunion publique. Donc aujourd'hui, on vient un petit peu vous rendre état de tout ce qui a été fait et de ce que nous avons trouvé comme document. L'association souhaite déposer plainte, une plainte au pénal pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Une plainte contre X parce que nous ne visons personne en particulier, mais nous visons tout le monde. Donc on cite un certain nombre d'entreprises autour des villes. Alors, je vais vous les citer. Les exemples que nous avons donnés, c'est ArcelorMittal, Chemoine, Esso, Société Dépôt Pétrolier de Fos, Ascométal, et on envisage également l'incinérateur Évray. Voilà un petit peu les exemples, mais on ne se limite pas à ces simples sites industriels. Le but n'est bien sûr pas de faire fermer les usines de la zone. On accepte en effet de travailler, mais on accepte de travailler dans quelles conditions? On accepte de vivre ici, mais on accepte de vivre dans quelles conditions? Vous voulez que les usines respectent la norme. Et quand je regarde les documents que j'ai reçus du préfet et des installations classées, elles ne respectent pas strictement la norme.
Donc vous avez des raisons, en effet, de développer cette certaine angoisse qui est tout à fait légitime et tout à fait compréhensible. Donc tout le monde peut se joindre à cette plainte. Je porterai plainte personnellement. Il ne faut pas que des réunions comme ce soir soient perçues comme une déclaration de guerre. Je pèse mes mots, hein, c'est compliqué. Une déclaration de guerre contre l'industrie. En tant que maire, moi, ce que je souhaite effectivement, c'est que nos enfants puissent avoir, un, du travail, parce que c'est important, et deux, puissent avoir une vie normale et un environnement normal et une santé normale. Et c'est ça le but de la démarche. Moi, je voudrais individuel et aussi pour une association. Est-ce que vous allez vous joindre à l'action pénale? Il faut. Merci à toi. Et alors ça, c'est si vous avez une maladie liée à la religion. Non, les jaunes, c'est si vous êtes malade. Et ça, c'est le pénal, les bleus. Et à ce moment-là, on pourra dire, vous voyez la... Enfin, la bataille est lancée. La mobilisation s'étend auprès des habitants, des associations, même des syndicats. Leur espoir, que leur action oblige les industriels à faire les investissements nécessaires pour respirer un air moins pollué et continuer à vivre à Fos et autour de l'étang de Berre. En fait, pour la majorité d'entre eux, la question de partir ne se pose même plus. Je suis né ici, voilà, j'y suis bien, j'ai mon environnement familial, j'ai mes amis, j'ai tout ça, quoi. Voilà, c'est ma vie. Fos, c'est ma vie. Les gens se battront parce que les gens, ils lâcheront pas cet endroit-là. Ni cet endroit-là, ni les usines, parce que c'est ça qui est terrible. Hein. Parce que le petit regard outré de « pourquoi vous restez là avec vos enfants ?» il est insupportable. Parce qu'il vient de gens de l'extérieur qui sont incapables de mesurer ce que c'est que de vivre là. Et ce que c'est que d'avoir produit de l'acier, et ce que c'est que de... Voilà. Et de faire rentrer ces bateaux géants, et etc., etc. Enfin, il y a le monde entier qui se croise ici. Hein. Je me suis repositionnée sur le marché du travail. Et le bassin de l'emploi, il est ce qu'il est ici. C'est la sidérurgie, l'aéronautique et la pétrochimie. Donc voilà, pour le moment, j'ai décidé de ne pas y retourner. Allez, tant pis si je travaille pas, au moins je serai avec mes enfants et je serai vivante. Un employeur a l'obligation de mettre ses salariés en sécurité. J'espère et je souhaite que la plainte qui a été déposée et auquel je m'associe mettra ces personnes-là en face de leurs responsabilités. Après 9 mois d'enquête, l'avocate et les militants ont rassemblé assez de preuves pour aller devant la justice. Leur plainte est une première en France contre la pollution industrielle. J'ai plusieurs sentiments aujourd'hui. Le premier, effectivement, c'est la colère de devoir en arriver là, pour être entendu par les pouvoirs publics. C'est vrai que mener un tel combat, ça demande beaucoup d'investissement personnel, mais également émotionnel. Enfin, pour ma part, c'est également émotionnel. Maintenant, ça va être le début d'une longue bataille. Et compte tenu des éléments qui sont fournis avec la plainte, on espère bien sûr que le procureur va estimer qu'il y a un début de caractérisation de l'infraction. Donc là, c'est bien de vous être déplacés nombreux. Ça montre justement les 134 plaignants et les 6 associations et syndicats qui déposent plainte. Mais on ne sera pas reçu par le procureur. Hein. Uniquement le dépôt de la plainte qui sera visé avec un dépôt ce jour. En tous les cas, merci à tous d'être venus, hein, m'accompagner, hein, parce que c'est un grand jour quand même, il faut le dire. Quand vous dites dernier recours, ça fait un peu dernière chasse.
Mais c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Hein. Ouais. On se bat déjà depuis 20 ans. Ouais. Et après ça, on continuera encore à se battre, quoi qu'il arrive, pour que notre droit soit entendu. Et encore une fois, vous voyez, on a tous commencé à avoir tous des cheveux blancs ici. Pour que nos enfants, eux, aient certainement un environnement meilleur. Voilà. Ça va être compliqué, mais dans tous les cas, on baisse pas les bras. Si la bataille judiciaire ne fait que commencer, le combat pour la dignité est lui bien engagé et pourrait marquer l'histoire. Voilà, Infrarouge, c'est terminé pour cette semaine. Très bonne fin de soirée à tous sur France 2.